Chers étudiants, bonjour. Dans cette septième vidéo, on va entamer le quatrième chapitre, la classification périodique des éléments. C'est en 1869 que Dimitri Mendeleïev a proposé la classification périodique des éléments qui lui permet de regrouper et de classer tous les atomes connus à cette époque. Ce classement diffère peu de celui que l'on connaît actuellement. L'élaboration de cette classification a joué un grand rôle dans l'évolution des connaissances et l'avancée de la chimie. Dimitri Mendeleïev a eu l'idée de classer les éléments connus à l'époque par masse atomique croissante. C'était le seul paramètre accessible à son époque, puisque les électrons ne furent mis en évidence que bien plus tard par J.J. Thomson, c'est-à-dire en 1897. Son génie réside dans le fait qu'il a prévu une place pour les éléments manquants et qu'il a estimé leur masse. De plus, il a remarqué que certains éléments avaient les mêmes propriétés chimiques, anticipant ainsi la notion de famille. Cependant, certains éléments lui ont posé quelques problèmes, ne sachant pas où les placer, comme les lanthanides et les gaz nobles. De son vivant, Mendeleïev eut le plaisir de savoir que 3 des éléments dont il avait prévu l'existence furent découverts, qui sont le gallium, le scandium et le germanium, et que des propriétés tant physiques que chimiques qu'il avait annoncées pour le corps simple et certains de ses composés étaient les bonnes. Il avait même dans certains cas prédit par quelle méthode ces éléments seraient découverts, et cela fut vérifié. Depuis la mise à jour de l'International Union of Pure and Applied Chemistry en 2016, sa forme standard comportait, c'est-à-dire le tableau périodique, 118 éléments, allant de l'hydrogène à l'oganiston, OG 118. La classification actuelle regroupe près de 118 éléments, dont 90 naturels, que l'on peut trouver sous forme d'oxyde dans les minerais. Les autres sont créés artificiellement au laboratoire et ont parfois une durée de vie très courte, de l'ordre de la microseconde, 10-6 secondes. Les éléments sont classés par numéro atomique Z, croissant. Ils sont regroupés en métaux d'un côté et non-métaux de l'autre. Le tableau périodique est divisé en 7 lignes appelées périodes, 18 colonnes ou groupes qui forment les familles. Le numéro de la ligne indique le nombre de couches électroniques autour du noyau de l'atome correspondant. Pour le numéro de la colonne, indique le nombre d'électrons de la couche externe, c'est-à-dire la couche périphérique de l'atome correspondant. Ce tableau devrait comporter 32 colonnes et 7 lignes, mais pour diminuer l'encombrement du tableau, on représente 2 séries d'éléments, de Z58 à 71 et de Z90 à 118 en dessous du tableau principal qui comporte 18 colonnes et 7 lignes, c'est-à-dire 7 périodes. Le tableau périodique a une structure en blocs, c'est-à-dire il est divisé en 4 blocs, S, P, D, F, correspondant au type de la dernière sous-couche de valence occupée. Le nombre de colonnes de chaque bloc correspond au nombre maximum d'électrons que l'on peut mettre dans chaque couche, c'est-à-dire SP2F. On a dit que le S au maximum contient 2 électrons, P 6 électrons, la D 10 électrons et la F 14 électrons. Le bloc S il est placé à gauche du tableau périodique. Il est constitué par les colonnes 1 et 2, donc la première et la deuxième colonne, qui renferment les éléments dont la configuration électronique met en jeu les électrons, c'est-à-dire NS1 et NS2. Le nombre d'électrons de valence indique le numéro de la colonne, c'est-à-dire NS1 c'est la première colonne, NS2 c'est la deuxième colonne. Le bloc P il est placé à droite
du tableau périodique est constitué de 6 colonnes, c'est-à-dire de la 13e colonne à la 18e colonne, correspond au remplissage progressif de la sous-couche NP. C'est-à-dire les sous-couches N-1, D et NS étant saturées en D10 et NS2. Le nombre d'électrons de valence plus que 10 indique le numéro de la colonne. Donc on voit ici sur le schéma, donc le bloc S correspond à la première et la deuxième colonne. C'est-à-dire là, on a dit que la couche périphérique, la couche externe de la première contient un seul électron. Pour la deuxième colonne, la couche périphérique contient, c'est-à-dire la couche externe contient 2 électrons. Pour le bloc P, se situe à droite de 2 tableaux périodiques. Donc entre la 13e colonne et la 18e colonne. D'accord? À l'exception de l'hélium qui appartient qui a un orbital S, mais il est placé en dessus. Le bloc en rouge indique le bloc D, d'accord? Et le bloc en bleu indique le bloc F, 4F, les lanthanides et les actinides. Donc le bloc D est constitué de 10 colonnes, c'est-à-dire de 3 à 12, mettant en jeu le remplissage progressif de la sous-couche N-1D. La sous-couche NS étant déjà saturée. On remarque que le numéro de la colonne indique le nombre d'électrons S et D. Pour le bloc F, est représenté, on a vu, en 2 lignes placées en bas du tableau périodique principal. Les éléments de ce bloc sont au nombre de 14 par ligne et correspondent au remplissage des sous-couches 4F et 5F, comme vous voyez en dessous. Le tableau périodique qui contient donc 118 éléments de l'hydrogène H1 à l'organisme. Donc le tableau périodique est constitué de ce que j'appelle des familles. Donc la première colonne, c'est la famille des alcalins. Deuxième colonne, la famille des alcalino-terreux. Au milieu, en bleu, ça correspond à la famille des métaux de transition. La 13e colonne, c'est ce que j'appelle la famille des terreux ou la famille de Bohr. Ensuite, la 14e, c'est la famille des carbonides, appelée encore la famille de carbone. Ensuite, la famille des azotides, appelée encore la famille de l'azote. Ensuite, la famille des sulfurides, appelée encore la famille de l'oxygène ou chalcogène. L'avant-dernière colonne, c'est la famille des halogènes. Et enfin, la famille des gaz rares. Commençons par la famille des métaux alcalins, c'est-à-dire la première colonne.
Cette famille porte ce nom puisque lorsqu'un de ces éléments est en contact avec de l'eau, la solution formée est basique. Le terme alcalin est un synonyme de basique. Ils sont représentés en bleu dans le tableau périodique CO. Ces éléments ont tous un seul électron de valence. Première colonne. L'hydrogène ne fait pas partie de la famille des alcalins. Il est toutefois placé au-dessus de la famille des alcalins, puisqu'il possède aussi un seul électron de valence. La configuration électronique de la couche de valence est de type NS1. Elle comprend, c'est-à-dire cette famille, le lithium, le sodium, potassium, rubidium, le CS et le francium. Les alcalins sont des métaux qui ne possèdent qu'un seul électron de valence. Ils forment tous des cations en perdant un seul électron pour former Li+, Na+, K+, etc. Ces alcalins sont des métaux. Ils sont des solides mous. Ils peuvent se couper au couteau. Ils sont extrêmement réactifs. Pour cette raison, à l'état pur, on doit les conserver dans l'huile, puisqu'ils réagissent fortement au contact de l'eau. On ne les trouve jamais seuls dans la nature. Ils sont toujours liés à d'autres éléments. Ils sont de très bons conducteurs d'électricité et de chaleur. Utilisation, on prend l'exemple de lithium. Il est utilisé comme un médicament pour traiter les états dépressifs. Il est utilisé dans la fabrication des batteries, des alliages métalliques pour les aéronefs, etc. Deuxième colonne, la famille des alcalineux terreux. La structure électronique externe est de type NS2. Elle contient le Be, l'Mg, le beryllium, magnésium, le calcium, etc. Il possède deux électrons de valence. Ils forment tous des cations en perdant deux électrons, c'est-à-dire pour former le Be2+, le Mge2+, etc. Cette famille porte le nom des alcalineux terreux pour deux raisons. Premièrement, ils forment des bases lorsqu'ils sont en solution dans l'eau, le mot alcalineux. Deuxièmement, on les retrouve dans la composition de nombreuses roches. Devient le mot terreux. Parmi les propriétés, ce sont tous des métaux, ce sont des solides mous, mais moins mous que les alcalins. Ils sont réactifs, mais leur réactivité est plus faible que celle des alcalins. Ce sont de bons conducteurs d'électricité et de chaleur. On prend un exemple d'utilisation. Les alcalineux terreux sont beaucoup utilisés dans les pièces pyrotechniques, c'est-à-dire les feux d'artifice. Ils ont aussi d'importants rôles à jouer chez les êtres vivants. Donc, on a d'autres exemples, le beryllium, le magnésium, etc. La famille des halogènes, c'est-à-dire l'avant-dernière colonne, la 17e colonne, qui a une structure externe de type NS2-MP5. Ils ont 7 électrons de valence. Elle comprend le fluor, le chlore, le brome, l'iode, l'astate. Ils sont des non-métaux. Ils forment des ions, tels que le F-, le Cl-, le Br-, etc. Les halogènes sont des éléments de l'avant-dernière colonne du tableau périodique. Ils font donc partie de la famille, c'est-à-dire la 17e colonne. Le mot halogène provient du grec qui signifie engendrer un sel. En effet, les halogènes forment habituellement des sels avec les alcalins ou les alcalineux terreux sont extrêmement réactifs avec lesquels ils réagissent. La famille des halogènes est seule à posséder les éléments dans chacune des 3 phases à la température ambiante. L'exemple, on a le fluor et le chlore de la phase gaz, on a le brome phase liquide, et enfin l'iode et l'astate à l'état solide.
Parmi les propriétés des halogènes, ce sont des éléments très colorés. Ils sont tous des non-métaux. Ils sont extrêmement réactifs. On les retrouve donc toujours liés à d'autres éléments chimiques dans la nature. Ce sont des éléments corrosifs, comme ils sont toxiques, bactéricides. On les utilise fréquemment dans les produits désinfectants. Donc, on peut prendre l'exemple de l'iode utilisé en médecine pour le traitement de la glande thyroïde, le taraqia, présent dans les solutions antiseptiques. La famille des gaz rares, c'est-à-dire la 18e colonne, la dernière colonne. Cette famille comprend l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Ils possèdent tous une couche externe complète, NS2 de 1p6, sauf l'hélium, NS2. Les gaz rares existent sous la forme atomique non associée aux molécules et ils sont chimiquement très stables. Les gaz inertes ou gaz rares sont des éléments qui contiennent 8 électrons de valence. À l'exception de l'hélium qui contient 2 électrons. Parmi leurs propriétés, donc ils sont tous des non-métaux, ils sont incolores à l'état naturel, ils produisent de la lumière colorée lorsqu'ils sont soumis à une tension électrique à basse pression, et ils ont une très faible réactivité chimique. Famille des éléments de transition, première catégorie, c'est-à-dire les colonnes entre 3 et 12. Leur configuration se termine sur une sous-couche D. Tous les membres de cette famille sont des métaux. N'oubliez pas la règle de l'octet, c'est-à-dire la règle de l'octet, plus que 8, la couche de valence contient plus que 8 électrons. En effet, ils peuvent acquérir plus de 8 électrons sur leur couche de valence. Certains d'entre eux peuvent même en accueillir jusqu'à 18. Cela rend parfois difficile les interactions avec les éléments des autres familles. Ils sont aussi, pour la plupart, à tendance à s'unir entre eux et encore avec des composés d'autres familles pour former ce que j'appelle des alliages. La famille des terreux, on l'appelle encore la famille de Bohr. Les éléments de cette famille comportent 3 électrons de valence, ont tendance donc à donner facilement 3 électrons pour saturer le niveau d'énergie et former ce que j'appelle un cation de charge plus 3. Exemple B3+, allylium 3+, etc. Le DIN représentant de cette famille, du moins celui qui lui donne son nom, est un élément appartenant aux métalloïdes. Les 4 autres sont des métaux. Les carbonides, ou la famille des carbonides, ou la famille du carbone, c'est la 14e colonne. Cette famille sort vraiment de l'ordinaire par rapport aux autres familles du tableau périodique. Ces membres possèdent tous 4 électrons de valence, donc ils peuvent en céder ou en attirer pour saturer et former respectivement un cation de charge plus 4 ou un anion moins 4. Le carbone, le silicium, le germanium sont des métalloïdes. L'étain et le plomb sont des métaux. Les azotides, ou la famille de l'azote, possèdent 5 électrons. Donc, ils auront tendance à attirer 3 électrons pour obéir à la règle de l'octet et forment un anion de charge moins 3. Les éléments les plus importants sont certainement l'azote et le phosphore, éléments essentiels à la vie des animaux et des végétaux et dont nombre de leurs composants ont des applications importantes. Famille de soufre, ou ce que j'appelle les sulfurides, possède 6 électrons de valence, auront tendance à attirer 2 électrons pour obéir à la règle de l'octet et former ce que j'appelle un anion de charge
moins 2. L'exemple de l'oxygène, moins 2, et le soufre. Les sulfurides prennent donc volontiers 2 électrons, à ce qui ils font des liens ioniques avec les autres familles de la région des métaux. Famille des métaux pauvres. En chimie, un métal pauvre est un élément chimique métallique situé dans le tableau périodique entre les métaux de transition à leur gauche et les métalloïdes à leur droite. Ce sont des métaux mous ou fragiles. Ils ont tendance à former des liaisons covalentes, possèdent un caractère amphotère, acide ou basique. On trouve dans cette famille l'aluminium, le zinc, l'étain, le mercure et le plomb. Le terme métal pauvre est assez peu employé, en concurrence avec diverses autres appellations également peu employées. Recouvrons les notions apparentées, par exemple métal du bloc P. La famille des métalloïdes, il s'agit d'une famille où les éléments qui la composent possèdent des caractéristiques particulières. Ils rassemblent à des métaux. Ils sont fragiles et ne conduisent pas l'électricité. Parmi eux, on trouve le bore, le silicium, l'arsenic ou l'antimoine. La famille des non-métaux, il s'agit des éléments qui se trouvent être de très bons isolants thermiques et électriques. Les non-métaux représentent la presque totalité de la constitution des êtres vivants. On trouve parmi eux le carbone, l'azote, l'oxygène, le soufre, le chlore. La famille des terres rares, c'est-à-dire le bloc F, ce sont des éléments de transition de deuxième catégorie correspondant au remplissage des sous-couches 4F et 5F. En effet, les orbitales qui correspondent au remplissage de l'orbital 4F suivent le lantane La. De leur nom, on les appelle les lanthanides. Ceux qui correspondent au remplissage de l'orbital 5F suivent l'actinium Ac. De leur nom, sont appelés les actinides. La famille des lanthanides comprend 15 éléments. Le nom de lanthanide provient du chef de la file des éléments qui correspond à cette famille, c'est-à-dire le lanthanide. Il s'agit de métaux brillants qui ternissent rapidement à l'air libre. On trouve dans cette famille les éléments comme le lantane, le cérium, le gadolinium, etc. La famille des actinides est une famille chimique comprenant 15 éléments. Également, ce sont des métaux lourds qui tirent leur nom de leur chef de file, l'actinium. Donc, les actinides sont tous radioactifs. Ce sont des métaux mous aux reflets argentés. On peut citer l'uranium, le plutonium, etc. Sur le schéma, on représente, c'est-à-dire la clé d'un tableau périodique sur une case représentant un élément. On trouve, c'est-à-dire le symbole de l'élément, le nom, sa masse molaire en grammes par mol, le nombre de masses et le numéro atomique. Merci.